Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Sabine Dessoir, responsable développement fondation et legs à la Fondation de France qui publie le baromètre de la philanthropie. On y vient dans une minute. Le débat de cette émission portera sur la Maison de la Planète. Elle vient d'être créée en région parisienne, à Boulogne-Billancourt, un lieu hybride pour faire la promotion et expérimenter des modes de vie plus durables. Et puis dans Smart Ideas, on va sensibiliser les enfants aux enjeux du développement durable avec une start-up qui s'appelle Alexa et ses fraises. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Sabine Dessoir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc responsable développement fondation et legs à la Fondation de France. On va évidemment parler longuement de ce baromètre de la philanthropie que vous publiez comme chaque année. Mais d'abord, on va rappeler ce qu'est la Fondation de France. C'est quoi, le premier réseau de philanthropie dans notre pays ? Oui, on revendique un peu cette place. Le premier réseau de philanthropie, parce que la Fondation de France, depuis 50 ans, permet de promouvoir la générosité des Français et donc à plusieurs métiers, mais notamment collecte au bénéfice de l'intérêt général, accueil des fondations abritées. Ouais. Et ensemble, nous finançons 11 000 projets par an portés par des associations. Donc ça fait de nous le plus gros bailleur privé de l'intérêt général. Et donc c'est un réseau de gens très talentueux, très investis et aussi très généreux. Oui, c'est ça. C'est la fondation, c'est un réseau de fondations. On peut dire ça comme ça. 900 fondations et vous l'avez dit, 11 000 projets à accompagner dans des domaines très variés. On peut peut-être donner quelques exemples. Tout à fait. La Fondation de France, elle a été créée avec l'idée qu'on pouvait mobiliser la générosité des Français sur l'ensemble des causes de l'intérêt général. Donc on est la fondation de toutes les causes. Ouais. On a quand même 6 grands domaines d'activité et d'intervention. Il y a la lutte pour la sauvegarde de l'environnement et la transition écologique. On s'investit dans l'éducation, la santé et la recherche médicale. Et aussi contre toutes les précarités, les solitudes, le grand âge ou encore les personnes en situation de handicap. Ouais. Est-ce que justement les actions pour préserver le climat, la biodiversité, est-ce que vous les voyez prendre de plus en plus d'importance au fil des ans ? Alors oui, surtout depuis le Covid. Ouais. Avant, c'était encore le parent pauvre de la générosité. Ah oui, alors j'aurais imaginé que c'était quand même ça datait de 5 ou 6 ans. Il y a eu un petit mouvement il y a 5 ou 6 ans, mais c'est vrai qu'il y a eu une énorme évolution il y a à peu près 2 ans, vraiment au moment du Covid, où il y a eu vraiment une prise de conscience. Et donc les Français sont de plus en plus généreux sur cette cause. Et le nombre de fondations abritées qui se créent sur cette cause est aussi de plus en plus important. Vous parlez de fondations abritées, c'est quoi ? Ça veut dire quoi une fondation abritée ? Une fondation, c'est investir un patrimoine pour essayer de résoudre un problème de société, le consacrer à l'intérêt général. C'est donc un objet qui vous permet de mobiliser des fonds et de financer des associations. Vous pouvez soit créer votre fondation tout seul, mais c'est parfois un peu complexe, soit vous pouvez venir vous abriter dans une abritante qui va couvrir pour vous toute la gestion administrative, fiscale et comptable de votre fondation pour vous permettre de vous concentrer à l'essentiel, c'est soutenir les meilleurs projets de l'intérêt général. Donc il y a plusieurs grandes abritants en France. La Fondation de France, historiquement, a à peu près les 2/3 des fondations abritées qui sont chez nous, par notre côté multicause et aussi par notre histoire. Alors je viens à ce baromètre 2022 de la philanthropie. Peut-être un constat en nombre déjà. Est-ce qu'il y a de plus en plus ou un peu moins de fondations ? C'est quoi le constat ? Alors, le nombre de fondations et de véhicules dédiés au mécénat et à la philanthropie explose. Explose. On a doublé le nombre de structures juridiques consacrées à la philanthropie ces 20 dernières années. On est passé de 2005 à 5000 structures de philanthropie. Ça peut être des fondations abritées, des fonds de dotation. C'est bien preuve que la générosité privée aussi s'empare des sujets de société. Donc il y a vraiment un mouvement très fort, avec en plus deux grandes lignes, les fondations d'entreprise qui vraiment aujourd'hui font un pas en avant, notamment depuis le Covid, et les fondations de famille qui s'investissent dans un projet ensemble. Alors justement, on va détailler ça, fondation d'entreprise. Vous dites que ça s'est accéléré, pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des entreprises plus petites ou de taille intermédiaire qui se sont engagées pendant cette crise Covid et qui veulent pérenniser
pérenniser leur engagement? Est-ce que c'est ça? Les entreprises, pour moi, il y a vraiment eu deux mouvements. Il y a eu l'engagement pendant le Covid des TPE-PME qui se sont mobilisés dans l'Alliance Tous Unis contre le virus et qui ont vu l'impact de leur engagement auprès de leurs parties prenantes, de leurs collaborateurs et qui faisaient déjà un peu de mécénat, mais qui se sont posé la question de comment pérenniser l'engagement et comment en faire un projet collectif qui permet aussi d'incarner les valeurs de l'entreprise. Donc ça, il y a un vrai sujet en ce moment. On a beaucoup plus de TPE, PME qui nous appellent pour qu'on les accompagne sur ce sujet. L'autre raison pour laquelle les fondations d'entreprise augmentent, c'est aussi la stratégie de RSE. Les entreprises se posent la question de leur responsabilité et viennent développer, inscrire dans leur stratégie leur engagement. Et le mécénat est complémentaire à la stratégie de RSE et donc ça permet de mettre en cohérence toute l'image de l'entreprise. Oui, alors justement, à propos de cohérence, parfois la cause est en lien avec le métier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu en préparant l'émission l'exemple de la fondation Brico Dépôt, qui travaille sur quelle thématique? Sur l'habitat et sur l'amélioration de l'habitat pour les personnes les plus précaires. Voilà, c'est souvent le cas? Non, alors en fait, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui nous questionne beaucoup à la Fondation de France, notamment à l'Observatoire de la philanthropie. Dès lors que l'entreprise est assez vertueuse naturellement et qu'elle a déjà une politique RSE très installée, ça ne nous paraît pas incohérent que la politique de mécénat réponde à la politique de RSE et à l'objet de l'entreprise. Vous avez pris l'exemple de Brico Dépôt, on a aussi la fondation de l'entreprise Blanche Porte qui est un VPCiste sur du linge de maison, qui a une clientèle de femmes et qui s'investit sur le droit des femmes. Quand l'entreprise est plus controversée, on essaye de décorréler complètement l'objet de la fondation de l'objet de l'entreprise pour pas que la fondation soit l'outil de gestion de l'externalité négative de l'entreprise. Oui, ça devient un outil de greenwashing en quelque sorte. Quoi. Donc notre rôle à la Fondation de France aussi, c'est de pouvoir bien vérifier que le mécénat ne serve pas l'image de l'entreprise. Et alors, il y a aussi des familles qui créent ces fondations abritées. Alors, alors, je me suis dit ça, ok, mais alors ça concerne qui? C'est des gens qui ont forcément beaucoup d'argent? Alors, pas forcément. Ah oui, alors c'est intéressant. Déjà, on peut créer une fondation avec une dotation d'à peu près 200 000 euros qui peut être apportée en plusieurs années. C'est déjà beaucoup d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent. Mais la philanthropie, la générosité, tout le monde a accès à la générosité, il n'y a pas de petits dons. Le fait de structurer une fondation familiale, souvent ça permet de consacrer une partie du patrimoine familial à un sujet qui est un sujet d'indignation commun de tous les membres de la famille. Ah, ça emporte les générations, c'est ça? C'est vrai qu'on voit vraiment ce type de projet arriver en ce moment à la Fondation de France. La typologie des fondateurs, il y a encore quelques années, c'était des chefs d'entreprise de 65, 70 ans ou des cadres supérieurs qui, en fin de carrière, décidaient de structurer leur générosité. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui s'investissent très tôt ou qui cèdent leurs entreprises très tôt et qui font du mécénat leur nouveau projet de vie. Et donc, on travaille beaucoup avec les conjoints, les enfants, parfois sur plusieurs générations, et on les fait travailler sur quelle est votre indignation commune et quel impact vous voulez avoir pour l'intérêt général dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Ouais. Donc vous accompagnez ceux qui veulent créer une fondation, hein, si on veut bien comprendre, parce qu'on peut faire des erreurs? Ah oui, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs dans, par exemple, le choix de la cause. Il arrive qu'on soit indigné par un sujet et qu'on se rende compte, une fois que la fondation existe, qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'acteurs associatifs à financer. Et donc, on est un peu perdu. On a du mal aussi parfois à choisir le bon acteur associatif, celui qui a le plus d'impact. On peut aussi faire des erreurs, notamment dans les fondations d'entreprise, sur le mode de gouvernance des fondations. Et donc, l'accompagnement de la Fondation de France, nous, on est la porte d'entrée de la générosité. Quelqu'un qui a une idée et qui veut s'engager peut nous appeler et nous dire, voilà, j'ai un projet, comment je peux faire? Et nous, on accompagne dans des cycles qui vont entre 3 et 6 mois. Et on compose avec le fondateur l'objet de sa fondation, l'impact qu'il veut avoir, sa stratégie d'intervention, sa gouvernance, et après on crée sa fondation. Est-ce que la mentalité de la société française est en train d'évoluer? Parce qu'on se compare souvent aux Américains qui, notamment en matière de générosité, de mécénat, publient des classements, n'ont aucune fausse honte à dire bah oui, j'ai beaucoup d'argent et je le partage. Est-ce que c'est en train un peu de changer dans notre pays? Un petit peu. Moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemplarité et du témoignage. Quand on a des grands philanthropes qui témoignent de leur philanthropie, ça fait souvent écho. Et donc, ça permet peut-être de... Pourquoi ils hésitent, pardon de vous interrompre, à le dire? Parce qu'ils ont peur, justement, comme on a un rapport un peu particulier à l'argent en France, qu'on dise « Ah, mais ils se cherchent, ils se donnent bonne conscience », ce type de discours. Moi, je dirais qu'on a à peu près 60% des philanthropes de la Fondation de France, dans les fondateurs, qui sont extrêmement discrets sur leur philanthropie, soit pour des questions d'humilité aussi. Il y a beaucoup de questions d'humilité
d'humilité. Il y a aussi une question de ne pas vouloir être trop sollicité par des associations. C'est vrai qu'on a un rapport à l'argent qui est un petit peu différent. On a aussi un rapport à la place de l'État qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'État traite en partie ce qu'il peut des sujets de société. Et donc le fait que la générosité privée s'empare de ces sujets-là, c'est un peu plus tabou, mais c'est en évolution. Donc voilà, il y a une évolution. Ouais. On va terminer là-dessus. Vous l'avez déjà évoqué, mais la place du bilan RSE finalement dans les entreprises, est-ce que c'est aussi un moteur de philanthropie, des entreprises qui cherchent à améliorer leur bilan RSE? Alors le mécénat et la philanthropie ne peuvent pas. Oui, je sais bien, mais dans l'image, vous y avez un peu répondu tout à l'heure. Mais voilà, la mise en cohérence globale. La stratégie de RSE va vraiment ancrer l'entreprise dans sa responsabilité et c'est plutôt tourné vers sa responsabilité interne, la gestion de ses fournisseurs, de ses collaborateurs, de son impact environnemental. Le mécénat, c'est le pas d'à côté qui va venir compléter la stratégie de RSE et permettre de façon désintéressée, sans garantie ou en tout cas bénéfice d'image normalement, d'aller faire le pas de plus dans cet engagement. Merci beaucoup, merci Sabine Desoir, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, on va pousser les portes de la maison de la planète qui vient d'ouvrir à Boulogne-Billancourt. On découvre donc la Maison de la Planète avec Viviane Chaumeton. Bonjour, vous êtes directrice adjointe de cette Maison de la Planète. À vos côtés, Stéphane Le Diraison, bonjour. Le skipper du 60 pieds IMOCA Time for Oceans et parrain de cette maison, ce lieu unique qui vient d'ouvrir ses portes, 1er mars dernier, à Boulogne-Billancourt, région parisienne. C'est quoi l'ambition, la mission de ce lieu ? Alors oui, effectivement, et on a ouvert les portes le 1er mars, inauguré le 26. Et donc, la Maison de la Planète, c'est un nouvel écolieu municipal dédié à la transition écologique pour réduire de manière concrète son impact en milieu urbain dense sur le climat. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de montrer, partager, expérimenter des comportements, des bonnes pratiques ? Donner des clés, accompagner les citoyens de manière concrète à réduire leur impact. Donc, on donne des clés, on expérimente, on met en place des choses, on valorise notamment des initiatives citoyennes. On crée aussi des viviers d'associations. Voilà, donc on est vraiment un lieu, un accélérateur de projets en ce sens, pour réussir notre transition écologique. Évidemment. Stéphane Le Diraison, vous êtes l'un des parrains, hein, vous êtes plusieurs à parrainer le projet. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Tout l'ensemble du projet. Moi, j'aime bien l'ancrage territorial, local, parce que de toute façon, cette transition vers le développement durable, on en parle beaucoup, mais il faut la faire concrètement, il faut la faire sur le terrain. Donc cet ancrage, il permet de s'adresser directement aux écoles, aux habitants, aux entreprises, d'accueillir les associations. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret. Moi, par exemple, j'ai pu y accueillir une dizaine de groupes pour l'instant, donc d'enfants où on échange sur des thématiques qui sont des thématiques des dérèglements climatiques que j'observe moi sur les océans. Donc aussi sous forme de questions-réponses, de débats, et puis en leur proposant des solutions, en leur montrant comment au quotidien, dans leur habitat urbain, ils peuvent faire quelque chose pour protéger les océans. Vous faites de la course au large depuis longtemps ? Je pense que je ne savais pas marcher, que j'étais déjà sur un bateau, mais la course, elle est venue un petit peu plus tard, mais oui, ça fait longtemps. Et vous est-ce que la prise de conscience, elle était d'origine en quelque sorte, ou est-ce qu'elle se... Et d'ailleurs, c'est pas antinomique, elle se nourrit, elle grandit au fil des années. C'est effectivement les deux. Déjà, quand on a la chance de pratiquer une activité sportive sur l'eau, comme c'est mon cas, le stade, le gymnase, c'est la mer, c'est l'environnement. Donc, on est directement en contact de la nature. Et malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai pu voir son évolution négative depuis que je suis adolescent. Donc ça commence par des altérations sur la faune, la flore, et puis aussi on observe des dérèglements climatiques. Et puis au fur et à mesure de mes navigations, j'ai rencontré des problèmes croissants, témoignage par exemple du réchauffement avec la fonte des glaces autour de l'Antarctique. Votre bateau, il s'appelle Time for Oceans. Donc c'est quoi ? C'est aussi une forme d'engagement, c'est ça ? C'est tout à fait une forme d'engagement. Après mon premier Vendée Globe 2016, j'ai eu envie de porter un message de sensibilisation et d'action, humblement, pour participer justement à cette prise de conscience. Et j'ai eu envie de le faire notamment parce que j'ai pris conscience du problème catastrophique de la fonte des glaces. On en parle beaucoup, mais quand on fait le Vendée Globe, on tourne autour de l'Antarctique. Et donc j'ai été témoin direct de la position des icebergs, et ça m'a effrayé parce que j'ai comparé leur position avec les routes des navigateurs des générations du Vendée Globe des années 90, donc c'est pas si vieux, et on n'est plus capable d'emprunter ces routes parce qu'on traverserait des champs de glace liés au fractionnement de la banquise. Donc je me suis dit, c'est quand même incroyable. En 20 ans, 25 ans, il y a un impact qu'on sait voir, qu'on sait visualiser, qu'on sait mesurer,
Donc, je dois prendre ma part et je dois agir concrètement et ça passe aussi par la sensibilisation. Ouais, cette sensibilisation qui est possible, notamment avec la Maison de la Planète. Faites-nous un peu visiter, en quelque sorte. On y trouve, alors j'ai vu ça, un atelier de co-réparation de vélos. Ça marche comment? Quels services sont proposés? Donc effectivement, on accueille l'association la recyclerie sportive qui a plusieurs antennes un peu partout en France et qui propose donc 2 services aux citoyens, une boutique solidaire et donc l'atelier de co-réparation de vélos. On vient le vendredi après-midi, le samedi après-midi. Même si on n'est pas très bricoleur comme moi, même si on n'est pas très bricoleur, qu'on soit un senior, un enfant, débrouillard, pas débrouillard, on vient et on apprend. Moi-même, j'ai appris à réparer mes freins, donc on se sent vraiment autonome et indépendant après. Voilà, donc on crée une certaine récurrence. On a maintenant un public qui vient régulièrement. Une recyclerie sportive, on y trouve quoi dans une recyclerie sportive? Alors, c'est une boutique donc d'équipements sportifs. On pourrait vendre d'autres choses. Il y a des ressourceries type Emmaüs qui vendent de tout. Nous, on a choisi la thématique du sport avec la recyclerie sportive. Et ce sont des équipements de seconde main. Donc, ils sont issus de dons de particuliers ou alors des invendus de grandes marques comme un partenariat avec Decathlon. Voilà. Alors, il y a donc notamment ces ateliers, et vous l'avez évoqué, Stéphane Le Diraison, avec des élèves de la ville, c'est ça, hein, qui viennent. D'abord, est-ce que vous avez été surpris? Comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils ont déjà cette conscience environnementale? Ça doit dépendre de leur âge. Et puis, qu'est-ce qu'ils en font après? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la conscience, oui, moi je suis absolument convaincu que ça a beaucoup évolué ces dernières années. Donc on voit des enfants qui sont pour la plupart, pas tous, mais globalement sensibilisés à ces actions, qui ont déjà le réflexe du tri, d'éteindre la lumière, des choses toutes simples, mais qu'on ne faisait pas forcément il y a quelques années. Et comment dire, avec ces enfants, concrètement, je pense qu'ils prennent conscience qu'ils ont une mission. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Ensuite, ils vont en parler aux parents, ils vont en parler aux autres. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire dans les groupes, de les sensibiliser à leur rôle individuel, mais aussi collectif, c'est-à-dire d'aller parler à leurs parents, leurs grands-parents, leurs professeurs et pousser, parce que c'est eux, la jeune génération, qui va continuer qui va récupérer la planète dans l'état où on va leur laisser. Et donc, ils ont un rôle à jouer aussi pour qu'on leur transmette le mieux possible. Viviane Chommeton, l'idée, c'est de faire la promotion du low-tech, notamment, j'imagine, auprès des citoyens de la ville, mais aussi auprès des entreprises. Il y a un côté village des solutions dans cette Maison de la Planète. Oui, on tente d'expérimenter des choses. Donc, avec l'association du Low-Tech Lab Boulogne-Billancourt Grand Paris qui a été créée. Le but, c'est de créer des innovations durables qui puissent être mises en place en ville, donc notamment avec Corentin de Châtel-Perron, qui est un des parrains du low-tech, qui est un grand aventurier qui traverse un peu le monde à la recherche de ces low-tech. Et on expérimente des solutions mises en place, par exemple, une marmite norvégienne pour finir de faire cuire ses légumes. C'est quoi une marmite norvégienne? Donc, c'est un cube, tout simplement, avec un matériau isolant issu de la récupération, ça peut être de la laine ou autre. Et vous faites cuire vos légumes un petit peu sur le feu, et après, vous finissez de faire cuire dedans. Ça va garder la température et la chaleur toute la journée. Vous partez au travail, vous revenez, c'est cuit. Voilà, sans utiliser d'électricité ou de gaz. Voilà, donc c'est une des solutions qu'on expérimente. Économie d'énergie et économie aussi financière, ce qui n'est pas neutre, c'est le cas de le dire en ce moment. Est-ce qu'il y a des startups, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des startups qui peuvent venir un peu expérimenter, partager leurs idées ou même travailler dans ce lieu? Alors, les low-tech veulent faire des ponts avec les entreprises locales, que ce soit des startups ou autres, qui veulent expérimenter ce genre d'initiative. Et le but, c'est vraiment de développer un club entreprise qui permette, de développer ces actions qu'on puisse mettre en œuvre sur la ville ou à d'autres endroits, et participer au déploiement d'autres actions concrètes pour la ville. Voilà. Stéphane Le Diraison, vous travaillez, il y a des sponsors sur un bateau, en général. Si on part au large, c'est qu'on a trouvé des gens pour vous aider. Donc, il y a des entreprises qui vous accompagnent. Elles sont pas forcément time for a chance, elles apparaissent pas directement. On peut les citer parce que c'est un engagement. Et puis surtout, qu'est-ce que vous faites avec elles? Avec ces entreprises, en fait, c'est un accompagnement d'une stratégie RSE et donc d'une évolution de la façon de fonctionner au sein de ces entreprises, parce que, évidemment, on sait tous vers quoi il faut aller, diminution des émissions de gaz carbonique, par exemple, et c'est pas facile à faire, surtout dans une économie globalisée, avec beaucoup de concurrence internationale, où tout le monde n'est pas concerné de la même façon.
poissons. Donc il y a tout un travail à faire qui nécessite l'adhésion des collaborateurs, mais aussi des clients, des fournisseurs. Donc c'est pas si simple. Et donc mon projet, c'est un outil pour ces entreprises, un outil de communication fédérateur, d'adhésion, pour justement créer cette dynamique et permettre d'aller le plus vite possible, parce qu'il y a urgence évidemment pour faire évoluer les choses. Alors il y a déjà des entreprises partenaires, vous êtes en train de les chercher, vous en êtes où? Alors on est dans une transition, c'est pour ça que je ne vais pas les citer par prudence, mais sur ce premier... Vous êtes entre deux Voilà, exactement. En fait, il y avait ça c'est la vie de skipper, ça. Hein. Exactement, on fonctionne par projet. Donc là, la campagne du Vendée Globe s'est achevée par la Transat Jacques Vabre 2021. Et donc là, c'est le lancement d'un nouveau projet avec la construction d'un bateau éco-conçu, c'est-à-dire qui implique des fibres naturelles, la résine biosourcée, et qui va illustrer justement cette possibilité de diminuer l'impact environnemental. Est-ce que c'est plus facile, parce que c'est aussi un métier compliqué aventurier, skipper au large, de convaincre les partenaires, est-ce que c'est plus facile de les convaincre quand on a maintenant cette dimension-là? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Que vous emportez cet engagement environnemental, sociétal avec vous? Alors c'est un travail qui est plus exigeant en vérité, parce qu'il faut bien cibler des entreprises qui ont une vraie stratégie et que ça peut donc accompagner à une politique interne. Donc c'est en vérité plus exigeant en termes de recherche, de contact, mais c'est aussi plus vrai, plus fort. Et en ce qui me concerne, je changerai pour rien au monde, parce que je trouve ça vraiment valorisant d'accompagner ces démarches. Je reviens à cette maison de la planète. Elle a été conçue comment? Parce que vous voyez ce que je veux dire, on récupère un terrain dans une ville, on se dit on va faire une maison de la planète pour que toutes les bonnes initiatives soient partagées. Ok, mais alors il est conçu comment, ce lieu? Alors ça a été un lieu qui a été créé à l'initiative de Pierre-Christophe Baguet, donc le maire, lors de son dernier mandat. C'est une ancienne école en fait, c'est l'école du Forum qui malheureusement avait des classes en moins. Il a fallu retrouver une utilisation à ce lieu et donc le maire a eu l'idée de transformer cet équipement municipal en un lieu dédié à la transition écologique. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? C'est parce que par exemple il y a un des enjeux de nos villes, c'est les enjeux de la hausse des températures, de chercher des lieux de fraîcheur. Ça a été pensé comme ça aussi? Ça a été pensé comme ça. On a donc l'ancienne cour d'école qui a été réaménagée pour faire préfiguration un peu au projet des cours Oasis qu'on peut retrouver dans certaines écoles aujourd'hui, qui créent des îlots de fraîcheur. Donc on a rajouté un certain nombre de végétaux. On a conservé les arbres qui étaient déjà plantés. On en a planté une dizaine d'autres. Donc le but, c'est vraiment créer cet îlot de fraîcheur. Et en plus, on a un guichet unique qui permet de valoriser toutes les aides environnementales pour réduire son impact énergétique à la maison. Donc ça, c'est un projet pour les citoyens. En 20 secondes, la prochaine course, vous savez déjà? Ou alors c'est encore un peu en suspens? Non, ce sera la Transat Jacques Vabre 2023. Alors ça met un petit peu de temps, parce que justement, il y a la conception et la construction d'un bateau vertueux. Et je veux me donner le temps de le faire bien pour arriver avec un démonstrateur et montrer que oui, on peut diminuer son impact environnemental. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette maison de la planète à Boulogne. Bon vent, c'est le cas de le dire pour un marin. Allez, on passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Bonjour Alexandra Bérou, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la fondatrice d'Alexa et ses fraises que vous avez créée il y a 2 ans. Pourquoi? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'est une simple balade en forêt avec mon fils Tom, qui était âgé de 3 ans et demi à l'époque. Je me suis dit, allez, on va se promener et on va ramasser les déchets sauvages. Et donc on a ramassé les déchets. Et comme il était petit, lui, il ne comprenait pas que les adultes puissent jeter autant de déchets, mais c'est surtout pour lui, ce n'était pas très parlant. Donc après, je lui ai montré sur Internet les dégâts que ça faisait sur la nature et les animaux. Et il a été très affecté par ça, je ne pensais pas. Et il m'en a beaucoup, beaucoup parlé. Il me rapportait les anecdotes de l'école. « Maman, tu te rends compte? Un tel, il a vu une chaise roulante dans la forêt, mais comment c'est possible ?» Et à l'époque, moi, j'étais commerciale, donc je roulais toute la journée et je ne voyais pas les déchets sur le bord des routes. Et lui, après cette balade, c'est devenu un radar à déchets. Il ne voyait plus que ça. Il ne voyait plus que ça et il m'a vraiment fait prendre conscience, en tout cas davantage,
qu'il fallait faire quelque chose. Et alors donc, vous décidez de créer cette entreprise, Alexa et ses fraises. C'est quoi le principe? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, le principe, c'est de faire des ateliers de sensibilisation à la préservation de l'environnement sur les thèmes du compostage, de la biodiversité et de la réduction des déchets. Je suis maître composteur, du coup, le compostage. Maître composteur, quel beau métier. Maître compostrice, même, je devrais dire. Oui, c'est allons-y. féminisé. Ou maîtresse compostrice, comme vous voulez. Donc, vous maîtrisez évidemment ces questions-là. Et donc, l'idée, c'est de les partager avec les écoliers, les enfants. Oui, alors c'est de les sensibiliser déjà à préserver son environnement, à essayer de les émerveiller par rapport à tout ce qui nous entoure. Et puis aussi... qu'ils communiquent autour d'eux, auprès de leur famille, les bons gestes à avoir, faire attention, enfin voilà, préserver l'eau aussi, l'énergie. Oui, parce que les enfants sont des prescripteurs. C'est-à-dire souvent, ils arrivent et ils réussissent à emporter les grands frères ou les adultes. Vous proposez aux entreprises de financer ces ateliers scolaires sur le développement durable. Pourquoi? Les écoles n'ont pas forcément les moyens de le faire, c'est ça? Oui, c'est un gros frein pour les écoles, le budget. Et j'ai eu la chance l'année dernière, en fait, d'être contactée, c'est même pas moi qui est allée les voir, d'être contactée par Day by Day, un magasin qui s'appelle Grand Marché Vrac, qui fait partie de Day by Day, et qui m'a proposé de financer des ateliers scolaires dans la ville où est implanté le magasin. D'accord. Donc pour lui qui allait ouvrir son magasin, c'était développer sa notoriété, montrer ses valeurs solidaires et environnementales. Et donc, voilà, il a financé beaucoup d'ateliers. J'ai pu suivre 3 écoles. Ça représente 166 élèves. Et puis, lui, il voit des écoliers revenir au magasin après et dire qu'ils sont sensibilisés par Alexa et ses fraises. Donc ça, c'est une partie du modèle économique d'Alexa et ses fraises, c'est ça? Oui, c'est une partie. Je fais aussi, bien sûr, auprès des entreprises et auprès des particuliers. Enfin, tous ceux qui veulent être sensibilisés auprès des villes. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas facile quand on a plusieurs interlocuteurs, surtout pour les scolaires. Donc là, aujourd'hui, je m'adresse aux entreprises. Vous venez d'en parler de philanthropie. Eh ben, c'est un peu ça, des entreprises qui financeraient des ateliers pour les aider. D'où vient ce nom, Alexa et ses fraises? Ça me titille depuis tout à l'heure. Je me dis, c'est un nom sympa, ça sonne très bien, mais ça vient d'où? C'est bien parce que vos autres invités me connaissaient de nom, parce que ça les avait marqués. Alors, à la base, c'est tout simple, c'est qu'un jour, je devais pitcher et je n'avais pas de nom. Donc, j'avais pris mon nom d'Instagram. Et ce nom d'Instagram venait du fait que j'étais enceinte de ma fille lors de cette balade et on ne disait pas le prénom. Et donc, mon fils l'appelait par toutes sortes de fruits et légumes. Et donc, fraise, c'était celui qui revenait le plus souvent. Donc voilà, les fraises, aujourd'hui, c'est les enfants. Ah, et c'est les enfants que vous accompagnez dans ces formations. La majorité, c'est la majorité de mon travail. D'accord. Alexa et ses fraises, merci beaucoup. Bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais vous remercier de votre fidélité à cette émission. C'est toujours aussi passionnant d'être au cœur de la transition écologique, de la transformation du modèle de nombreuses entreprises. Et je voudrais remercier évidemment les équipes de Bismart qui sont à mes côtés quotidiennement. Joséphine Dacoury, productrice et programmatrice, avec Hugues Sabatier à ses côtés, Kenny Dellenbach à la réalisation, et puis au son, Michael Fristo et Saïd Mamou aujourd'hui. Merci encore une fois, belle fin de journée sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!